contre l'Europe. Est-ce que c'est bien le bon adverbe? Est-ce qu'on ne devrait pas dire peut-on être enfin contre l'Europe? Je voudrais rappeler que depuis le début de la construction européenne, c'est une construction qui a toujours avancé masquée. On n'a jamais demandé, je dis bien jamais, au peuple français par exemple, s'il était d'accord pour mettre un terme à l'histoire de France et que la France disparaisse dans un État-continent où nous serions dilués et en solidarité avec des Estoniens, des Finlandais, des Chypriotes. S'ils étaient d'accord pour qu'on démolisse l'unité nationale avec la politique des euro-régions, et s'ils étaient vraiment d'accord là-dessus. Je rappelle que le traité de Rome de 1957 a été voté sous Félix Gaillard par l'Assemblée nationale, avec d'ailleurs des gens qui étaient contre, notamment Pierre Mendès France qui avait voté contre en disant qu'il fallait une autre Europe, déjà, il y a 62 ans. Et puis, c'était des députés qui n'avaient pas été élus sur ça. Ils n'avaient pas fait campagne là-dessus. Ils n'avaient pas fait campagne là-dessus. Donc on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Je reviens tout à l'heure avec, je vais examiner avec vous à la loupe, la question des référendums, non seulement en France, mais dans le cadre de la construction européenne. Je dirais même au-delà de ça, il y a la méthode Monnet-Schuman, qui en fait c'est la méthode du Zollverein de Bismarck, qui remonte en fait à beaucoup plus loin. Si vous avez vu, je me permets de me citer la conférence que j'ai faite qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», où je montre que l'un des premiers, je crois que c'était le 5e président des États-Unis, Andrew Jackson, au moment de la guerre en 1813 contre les colonies canadiennes, donc en 1813, les États-Unis d'Amérique, quelques années après avoir eu leur indépendance, ont commencé une politique hégémonique et d'impérialisme, puisque dès 1813, ils attaquaient les colonies canadiennes du Haut-Canada et qui étaient restées fidèles à la couronne britannique. Et Andrew Jackson espérait profiter du fait que les troupes britanniques étaient occupées en Europe à se mêler des guerres napoléoniennes ils pensaient qu'ils n'auraient pas le moyen de venir à l'aide de leurs colonies au Canada. C'est lors de cette guerre entre les États-Unis et le Canada qu'il y avait eu donc la descente des troupes canadiennes jusqu'à Washington, qui avait brûlé la maison du président des États-Unis, qui ensuite a été repeinte en blanc, qu'on appelle depuis lors la Maison Blanche. Andrew Jackson expliquait déjà en 1813, donc il n'était pas président, il était général. En 1813, il expliquait déjà qu'il allait avoir, par l'intermédiaire du libre-échange, ils allaient imposer leur hégémonie, dans le discours aux recrues américaines, qu'ils allaient exploiter et comment dirais-je, égaler les exploits de Rome. L'idée qu'en agissant sur les substructures économiques, une idée presque marxienne, à défaut d'être marxiste avant l'heure, l'idée qu'en agissant sur les substructures, on va finir par influer sur les superstructures et sur la conception que les gens se font de leur unité nationale ou de leur solidarité, est une idée qui est ancienne et qui n'est pas en fait la méthode qui revient à Jean Monnet. C'était aussi la méthode du Zollverein. En fait, c'est la méthode de toutes les, non pas de Jean Monnet, mais de toutes les monnaies coloniales. Toutes les monnaies coloniales ont toujours été là pour essayer d'imposer l'idée de l'appartenance d'un peuple à une même nation. Là, je vous renvoie à une autre de mes conférences qui s'appelle « La tragédie de l'euro », où j'ai montré comment toutes ces monnaies coloniales, par exemple le kurush ottoman, ou bien le shilling austro-hongrois, ou bien le réal espagnol dans toutes les colonies d'Amérique latine, ou la piastre indo-chinoise pour la France, avait eu vocation à faire apparaître une espèce de peuple au forceps par l'intermédiaire d'une monnaie ou d'un marché commun. Donc cette création, cette construction européenne, d'abord n'était pas très originale, mais pas très originale, il y en a déjà eu des exemples dans le passé, et d'autre part a toujours ce principe de partir face à des peuples rétifs, comment leur faire avaler quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc déjà dans le principe, si vous voulez, le problème de la construction européenne a toujours été avancé masqué. Dans les années 50 du XXe siècle, les années 50 et 60, où la France était une vraie démocratie, où il y avait un vrai débat, vous aviez deux grandes forces issues de la résistance, d'une part les gaullistes et d'autre part les communistes, qui ne s'en laissaient pas compter par toutes ces affaires. Et je produirais notamment à ceux qui me parlent de complotisme, de conspirationnisme, je peux leur produire des dizaines d'ouvrages ou de revues communistes, par exemple,
qui parle de la construction européenne comme étant une construction germano-américaine. Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient l'Europe vaticane et l'Europe américaine. Je peux vous montrer le magazine Regard du Parti communiste français en 1954, quelques semaines avant le vote de la Communauté européenne de défense, où ils expliquent que s'il y a une Communauté européenne de défense, la France serait placée sous une armée américaine dirigée par des généraux hitlériens. Et ils montrent qu'il s'agit d'un recyclage des nazis par les Américains. Tout ceci que l'on va d'ailleurs remettre sur le tapis, puisque j'ai été attaqué par une personne, une blogueuse, certains d'entre vous le savent peut-être, qui se permet d'attaquer sur fond public les gens pour défendre une vision de l'histoire qui est totalement faussée. On en reparlera peut-être tout à l'heure. En attendant, ce qui est important, c'est qu'il y a une notion très ancienne qui remonte là aussi aux États-Unis, qui est l'idée, alors j'insiste là-dessus, et qui est l'idée que lorsque la guerre américano-canadienne de 1813 a fait chou blanc, je parlais en 1813, donc les troupes canadiennes arrivent, incendient ce qui allait devenir la Maison Blanche, ça aboutit au traité de Gand de 1813 qui fixe le statu quo ante. C'est-à-dire qu'en fait le Canada sauve son indépendance. C'est une période de l'histoire que les gens ne connaissent pas du tout en fait. Enfin en tout cas les Français, on n'en connaît pas grand-chose. Je signale pourtant d'ailleurs que l'hymne national américain traite justement de cette période. C'est un hymne à la guerre, etc., à la victoire. Il s'agit de célébrer les guerres entre les États-Unis d'Amérique et les colonies du Haut-Canada. Et comme ceci ne marche pas, à ce moment-là, je vous renvoie à ma conférence qui est en ligne, qui est sur ces questions qui gouvernent la France, je crois. À ce moment-là, les Américains zappent et ont une autre stratégie qui est justement celle déjà définie par Andrew Jackson, qui va consister à dire on va faire des accords de libre-échange avec le Canada pour que progressivement le Canada devienne en fait partie prenante des colonies américaines. Il est bien question à plusieurs reprises, ça devient dans les déclarations officielles que vous trouverez notamment dans un ouvrage assez formidable qui a été traduit en français, qui s'appelle Hors des griffes de l'aigle, qui a été fait par un Canadien, un chercheur canadien. C'est sorti dans les années 90, Hors des griffes de l'aigle, et qui montre comment pendant des siècles, enfin pendant des décennies en tout cas, les États-Unis d'Amérique ont essayé de mettre la main sur les colonies du Canada. Et comment, à chaque fois, il a été question de la part des États-Unis, puisqu'ils n'avaient pas remporté la guerre militairement, de la remporter d'une autre façon, en disant que les provinces canadiennes deviendraient imperceptiblement et progressivement partie des États-Unis, une partie des États-Unis, sans que les gens s'en rendent compte, par l'intermédiaire justement de ces traités de libre-échange, par l'invasion des produits américains au Canada, et comment il s'agissait d'éviter tout débat. Éviter tout débat, c'est une formule que l'on retrouve à plusieurs reprises, et que l'on va retrouver également dans les documents déclassifiés de l'administration américaine en l'an 2000, qui ont été rapportés par le journal Le Daily Telegraph, dont je parle toujours dans cette même conférence qui gouverne la France, et qui narre une réunion qui a eu lieu le 11 juin 1965 au département d'État aux États-Unis, entre le directeur Europe et puis les chefs de bureau, tous ceux qui s'occupent de l'Europe, et Robert Marjolin. Robert Marjolin, qui est un Français qui avait été couvé, si j'ose dire, par la fondation Rockefeller, et qui faisait d'ailleurs dans les années 30 de l'eugénisme et promouvait l'eugénisme nazi. Si vous ne me croyez pas, allez vous renseigner sur la notice Wikipédia. Et cette fondation Rockefeller a promu donc Robert Marjolin, qui était vice-président de la Communauté économique européenne dans les années 65. C'était un proche de Jean Monnet. Robert Marjolin se rend le 11 juin 1965 au département d'État à Washington. Il est reçu par les personnes que je viens de nommer, et ceux-ci leur demandent où est-ce qu'on en est de la création d'une monnaie européenne. Ils passent au rapport. Il y a un qui dit on avance, c'est difficile, etc. C'est d'autant plus difficile qu'au même moment, je rappelle qu'à la mi-65, De Gaulle fait la politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'il a décidé, pour protester contre le plan Hallstein de ce fameux Walter Hallstein, auquel je commence à donner une renommée internationale, De Gaulle, pour protester contre le plan d'Europe fédérale de Walter Hallstein, décide de ne plus envoyer le moindre émissaire français à Bruxelles. On appelle ça la politique de la chaise vide. Et bien au même moment, Robert Marjolin, qui était français, vice-président de la CE, allait aux États-Unis pour voir comment contourner
la volonté de Gaulle de maintenir l'indépendance nationale. C'est de la haute trahison. En fait. Et il se fait sermonner par les dirigeants du département d'État qui lui disent alors cette monnaie. Il répond que c'est assez difficile. Et les dirigeants lui disent qu'il faut en fait s'arranger pour que ça, personne n'en parle. Mettre les gens devant le fait accompli. Il faut éviter tout débat, comme dit Ambrose Evans Pritchard dans l'article du 19 septembre 2000 du Daily Telegraph auquel je faisais allusion tout à l'heure. Alors notez bien cette histoire, éviter tout débat, c'est finalement le fil rouge de la construction européenne. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé hier sur BFM. Évidemment, je n'étais pas invité, et on a évité tout débat sur le fond du sujet, qui sont notre appartenance à l'euro et à l'Union européenne dans la crise des Gilets jaunes. En fait, tout ça, ça a été une espèce de combat de connivence avec une fausse opposition, celle la seule qui est promue dans les médias et qui se garde bien de révéler le poteau rose que je révèle quant à moi. Éviter tout débat, c'est un élément fondamental. On en peut en trouver un autre exemple beaucoup plus, à moins récent qu'hier soir, et plus ancien que celui de 65. Vous savez qu'il y a eu, je l'ai montré dans je ne sais plus quelle autre conférence, le chancelier allemand Helmut Kohl a été fait Ehrenbürger Europas, c'est-à-dire citoyen d'honneur de l'Europe, dans les années, je crois, 2016. Il doit y avoir 3 ou 4 ans. À cette occasion, nos amis britanniques, la perfide Allemagne, je ne sais plus quel journal, si c'est le Daily Mail ou un journal de cette nature, a publié une interview qui datait de 2003 de Helmut Kohl, que le chancelier d'Allemagne, à l'époque, quand il avait revu l'interview, avait demandé qu'elle ne soit pas diffusée. Et 13 ans après, les Britanniques ont diffusé l'interview. Et Helmut Kohl était interrogé donc, en 2003 sur la création de l'euro. Et le chancelier d'Allemagne a dit « Je sais très bien que si j'avais demandé l'avis aux Allemands sur la création de l'euro, il y aurait eu 70% de non. C'est tout à fait clair. J'ai agi comme un dictateur. » Allez vérifier, hein, tout ça, ça court sur Internet. Allez vérifier. La vie des gens. La vie des gens. Hein, c'est finalement le fondement même de la conférence d'aujourd'hui, de mon intervention. C'est peut-on avoir encore ou enfin le droit d'être contre. On ne demande pas la vie des gens. Et d'être contre quoi d'ailleurs? Parce que l'autre morceau de la question, d'être contre l'Europe. C'est très ambigu. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Je vais vous faire remarquer au passage que l'Europe est déjà en soi quelque chose d'ambigu. Les Amériques, c'est très clair, on sait ce que c'est que les Amériques. L'Afrique, c'est très clair aussi. On sait ce que c'est que l'Afrique, c'est un continent bien dessiné, pareil pour les Amériques. Maintenant, l'Europe, où commence, où s'arrête l'Europe? Vous savez que l'étymologie de l'Europe, ça vient de l'acadien, pas de l'acadien avec un C, hein, c'est pas du québécois, mais de l'acadien avec 2 K, c'est une langue mésopotamienne hein, qui était une langue qui devait être utilisée par Nabucodonosor ou quelque chose comme ça. On disait à l'époque, donc c'était aux très haute antiquité, hein, c'est vers moins 2000, moins 3000 avant Jésus-Christ, on disait, il y avait un vocable qui était assu, qui était le lever, hein, assu, le lever du soleil, et erebu, qui était le coucher du soleil. Et c'est, d'après les meilleures recherches en étymologie, il y a d'autres étymologies fantaisistes, mais c'est ce qui a donné les noms de Asie et les noms de Europe. L'Asie, c'est les pays où se lève le soleil. Europe, c'est les pays où se couche le soleil. D'ailleurs, vous trouvez, si vous êtes allé en Égypte pharaonique, dans les questions ces jours-ci avec la prochaine exposition tout en canon, si certains d'entre vous sont déjà allés en Égypte, vous savez que la rive est du Nil, c'est le côté du lever du soleil, la rive ouest, c'est le côté du couchant. C'est d'ailleurs la rive ouest à Thèbes qui était enterré les pharaons, les nobles, la vallée des rois, la vallée des reines, la vallée des nobles. Ça a d'ailleurs donné en latin ce nom de Occident, Occident qui a la même racine étymologique que occidere, c'est-à-dire que oxyre, c'est-à-dire que tuer. L'Occident, c'est étymologiquement la même chose que la mort, la tuerie, la fin, le coucher du soleil. Donc l'Europe, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement flou. On ne sait pas vraiment où ça commence, ni où ça se termine. On devine que ça se termine du côté du Cap Saint-Vincent au Portugal et
de la pointe Saint-Mathieu ou de la pointe du Raz du côté du Finistère, peut-être de l'Irlande, mais du côté oriental, les monts de l'Aral, c'est à peu près grand comme les Vosges. On ne peut pas dire que ça soit vraiment la fin d'un continent. Alors, quand on dit est-ce qu'on est contre l'Europe, moi je ne suis pas contre l'Europe, même que je ne suis pas contre l'Asie, contre l'Amérique, contre l'Afrique ou l'Océanie, ça n'a pas de sens. Donc l'Europe c'est un continent, c'est pas seulement un continent, c'est une série de populations, de peuples, de civilisations qui ont dominé d'ailleurs la planète, à peu près justement au moment où Henri le Navigateur, depuis le cap Saint-Vincent, voyait les premiers explorateurs descendre le long des côtes d'Afrique, et on peut dater la fin de la domination européenne sur le monde à peu près quelque part entre 1918 et 1945, ou les deux dates. Alors, en fait, c'est pas vraiment l'Europe que nous combattons, ça peut être l'Union européenne, mais je dirais plus fondamentalement, c'est la construction européenne. La construction européenne, qui est une construction fondamentalement fantasmatique, qui reprend beaucoup, j'y reviendrai peut-être en conclusion tout à l'heure, ou pendant les questions, qui reprend beaucoup d'éléments de nature psychique de ce que fut la construction du socialisme, c'est-à-dire une utopie à bâtir sur Terre. Alors c'est pas fondé sur les mêmes prédicats économiques. Dans un cas, la construction du socialisme était fondée sur la négation des intérêts individuels. Dans l'autre cas, c'est fondé sur la négation des intérêts nationaux. Mais de même que quand vous niez les intérêts individuels, vous aboutissez à une catastrophe, de même lorsque vous niez les intérêts nationaux, vous aboutissez aussi à une autre catastrophe. On y reviendra peut-être tout à l'heure. En tout cas, ce qui est fondamental, c'est ça. C'est un système clos, comme disent les philosophes, c'est-à-dire qui s'auto-justifie constamment. Et de même que vous savez, quand ça ne marchait pas en URSS, les théoriciens vous expliquaient que ce n'était pas de la faute du dogme marxiste-léniniste, mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de socialisme. Et bien de la même façon, lorsque ça ne marche pas en Union européenne, ça n'est jamais de la faute des concepteurs de départ, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe et qu'il faut changer d'Europe. C'est le thème qui revient tous les 5 ans, ça revient comme les marronniers, et c'est en train de revenir chez les candidats aux élections européennes qui vont tous, sauf moi, vous expliquer qu'il faut changer d'Europe sans vous expliquer que c'est impossible, et sans vous expliquer non plus pourquoi on en est arrivé dans la situation dans laquelle nous sommes. Ainsi donc, plutôt que de dire « peut-on encore être contre l'Europe ?», on devrait peut-être mieux intituler cette conférence « peut-on enfin être contre la construction européenne ?» Alors je parlais de la vie des gens. La vie des gens, c'est important la vie des gens. Je disais tout à l'heure qu'on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour faire disparaître la France dans un État-continent. En fait, on a demandé aux Français à 3 reprises, on les a interrogés à 3 reprises spécialement sur la question européenne par référendum. Le premier, ce fut le référendum d'avril 1972, où Georges Pompidou avait demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour l'entrée du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège dans le marché commun. Pompidou avait fait ça, d'une part parce qu'il voulait avoir une justification pour s'éloigner définitivement de la doctrine gaulienne, puisque De Gaulle, vous le savez, avait refusé bec et ongle l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun en disant que ce serait le cheval de Troie des intérêts américains et le cheval de Troie de la langue anglaise dans le marché commun. Et donc Pompidou avait fait ce référendum pour essayer justement d'obtenir un blanc-seing du peuple français alors qu'il prenait le contre-pied exact de Gaulle, dont il se prétendait l'héritier. Et puis c'était aussi une petite manœuvre à l'époque pour essayer d'embêter le Parti socialiste de François Mitterrand, qui venait de se recréer au Congrès des Pionniers de 1971, et pour essayer d'enfoncer un coin entre le parti pris pro-européen de la masse des socialistes et leur parti pris anti-pompidolien. Quoi qu'il en soit, les Français donc avaient voté oui, combien, 60 et quelques pourcents, mais avec une abstention importante, jugée importante à l'époque, qui était de l'ordre de 35 à 38%, ce qui était très important pour un référendum à l'époque, et ce qui avait été assez unanimement interprété par les commentateurs comme une espèce de désaveu de politique de Pompidou en matière de politique intérieure. Donc les Français avaient dit oui à l'entrée de ces 4 pays. Vous savez que la Norvège, tout à l'heure, avait dit non, donc finalement, la Norvège n'est pas entrée dans le marché commun.
Et ce qui est important de comprendre, c'est que si les Français avaient dit non à ce référendum de 1972, on serait resté dans le marché commun à 6. C'était pas est-ce que vous voulez sortir du marché commun USC, c'était est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autres pays qui entrent dedans. Si c'était oui, si c'était non, c'était le statut couranté. Même chose en 92, le référendum sur le traité de Maastricht, on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour valider le traité de Maastricht, qui, je vous le rappelle, a une importance historique absolument colossale, puisqu'il a transformé le marché commun, ce qu'on appelle la communauté économique européenne, en une Union européenne, ayant vocation à avoir à terme une entité, une personnalité juridique au regard du droit international, ayant vocation à devenir un État fédéré des États-Unis d'Europe, même si on ne dit pas le mot, c'était de ça qu'il s'agissait. Et ce traité de Maastricht a créé beaucoup d'autres choses, notamment il a posé les bases de la monnaie européenne qui devait s'appeler d'ailleurs l'écu. Et vous savez que pourquoi ça ne s'appelle pas l'écu, si vous ne savez pas, je vous répondrai à ça pendant les questions. Et puis il avait également posé le principe de la politique étrangère de sécurité commune, la PESC, qui était le deuxième pilier, et puis le principe aussi d'une coopération judiciaire, c'est le troisième pilier. Donc vraiment, des avancées ou des reculades, ça dépend de comment on voit les choses, mais en tout cas, une poussée vers l'intégration et vers la création d'un État fédéré très très importante. Et en 1992, donc c'était, est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre? Je souligne, la plupart des gens dans cette salle qui sont des étudiants n'étaient sans doute pas nés en 1992, j'étais né, et je peux vous témoigner qu'on a assisté à un festival de désinformation. Il faut monter, seule l'élection de 2017 en faveur de Macron peut concurrencer avec un tel festival de manipulation de l'opinion. Puisque en 1992, on faisait débattre des Français, des responsables politiques de droite, pour la ratification du traité de Maastricht, avec des responsables politiques de gauche, pour la ratification du traité de Maastricht. Allez lire un petit bouquin qui est formidable de Serge Alimi qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », qui décrit très précisément, statistiques et appui, ce qui s'est passé. 90% des débats à la télévision et dans les radios, on faisait débattre les partisans du oui contre les partisans du oui. C'était exactement ça. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier soir. On fait partie ici, hier soir, on a fait débattre des gens qui étaient des partisans de l'Europe et d'autres qui sont des partisans de l'autre Europe. Il n'y a eu qu'à peu près 10 à 15% de partisans du non à Maastricht, qui ont pu s'exprimer à l'époque. Je vous renvoie donc à celui de Serge Alimi. Alors, les Français ont voté, malgré ça, ont voté en faveur du traité de Maastricht à un cheveu. C'était 51,5 en faveur du traité de Maastricht et 48,5 en défaveur, avec d'ailleurs 35 ou 37 ou 38% d'abstention. C'est-à-dire qu'en fait, les Français qui ont voté en 1992 pour le traité de Maastricht étaient très minoritaires parmi le corps électoral. C'est peut-être quelque chose comme à peu près 37% des électeurs. Ce qui avait d'ailleurs fait dire à, comment s'appelle-t-il, ce prix Nobel d'économie Milton Friedman, quelques années après, qui trouvait dément un système politique qui permette à une minorité d'électeurs de décider d'un choix politique aussi décisif que de mettre un terme à l'histoire de la nation France. C'est là-dessus qu'on est parti, avec une très faible majorité, une minorité en termes des électeurs inscrits. Sachant d'ailleurs que les gens qui avaient voté en faveur du traité de Maastricht ont voté sur des promesses fallacieuses, puisqu'il n'a jamais été dit au moment de Maastricht que tout ceci allait se terminer très mal. Bien sûr, on leur a dit l'euro, ça sera plus de croissance et plus d'emplois. On ne leur a pas dit l'euro, ça sera plus de croissance du tout et plus d'emplois du tout. Alors, il y avait Philippe Séguin qui, à l'époque, reprenait le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale. Relisez-le aujourd'hui. C'est à ça qu'on voit une pensée juste. Relisez le discours des partisans du traité de Maastricht, c'était donc il y a 25 ans, et relisez le discours de Philippe Séguin sur Maastricht, quand il tire la sonnette d'alarme en disant que nous sommes en train de bâtir une dictature, qu'il s'agit en fait de vol de la souveraineté nationale, c'est la fin de la démocratie en France. Allez, regardez ça, on y est très exactement dans la situation actuelle.
En attendant, donc, si les Français avaient voté non à Maastricht, on serait resté dans le marché commun. Et puis la troisième fois qu'il y a eu un référendum en France, c'est le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Où cette fois-ci, force est de constater qu'il y a eu une manipulation médiatique moindre qu'en 92, puisqu'il s'est trouvé que Laurent Fabius, membre du Parti socialiste, a appelé à voter non. Du coup, ça a un peu délié les langues, et on a eu une moindre promotion du camp du oui qu'en 1992. Il y avait quand même encore une large majorité des émissions qui étaient en faveur du camp du oui. Il était également, comme c'est maintenant de notoriété publique en France, toutes les personnes, je veux dire les prescripteurs d'opinion, les journalistes, les chanteurs, etc., sont pratiquement tous en faveur de la construction européenne. C'est assez curieux. À chaque fois que j'arrive, enfin, à chaque fois, les rares fois où je suis invité, j'ai pris comme habitude que l'on m'aboie dessus, c'est-à-dire que tous les journalistes, a priori, sont pour l'Europe. C'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit. C'est d'autant plus extraordinaire qu'à ce référendum de 2005, vous le savez, 55% des Français ont voté non. Moi, je me rappelle quand je revenais à Bercy 2 jours après, tout le monde prenait un air consterné. Il y avait 7000 personnes à Bercy. Il y avait non plus forcément, dans la loi des grands nombres, 4000 personnes qui avaient voté non. Les gens prenaient un air de compte. C'est l'Union soviétique. Les gens, c'est seulement toute porte fermée que les gens disaient « Vous savez, moi j'ai voté non, mais il ne faut pas le dire. » C'est la situation dans laquelle on était, dans laquelle on est encore. Alors, si les Français donc, ont voté non cette fois-ci, on n'a pas remis en cause notre appartenance à Maastricht. On a dit oui, mais non, les Français, ils n'ont pas su, ils n'ont pas voté, c'est trop compliqué, ils se sont trompés de questions, etc. Ça, ce sont nos grands démocrates européens qui considèrent que lorsque les Français votent mal, c'est qu'ils se sont trompés de sujet, alors que lorsqu'ils votent bien, alors là, ils ont parfaitement fait en parfaite connaissance de cause. Moi, ce que je sais, c'est qu'en 2005, il y a énormément de Français qui ont quand même regardé les discours de Philippe Séguin, qui ont regardé les armées, les pour et les contre sur le traité de Maastricht. Eh bien, ils ont voté non, en tout cas en parfaite connaissance de cause, du moins en moins mauvaise connaissance de cause, que les Français qui ont voté pour M. Macron, dont le programme était pensé printemps, les amis. Parce que ceux qui disent que les référendums, on ne répond pas à la bonne question au référendum, et on peut dire la même chose pour tout. Si c'est trop compliqué de voter sur le traité de Maastricht, c'est encore plus compliqué de voter sur le budget de l'État, sur la politique internationale, la politique sociale, etc. Donc en fait, c'est le principe même des élections qu'il faut mettre en cause. Les Français sont trop cons. Il faut donc imposer une dictature. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire, semble-t-il, depuis maintenant dans l'esprit de M. Macron, depuis maintenant quelques mois. Alors, ce qui est important, c'est qu'on n'a jamais demandé aux Français cette question que nous réclamons. Est-ce que vous êtes d'accord pour y rester ou est-ce que vous voulez en sortir? C'est ce qui s'appelle le Frexit. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que de tels référendums se sont produits 3 fois dans l'histoire de la construction européenne. La première fois, c'était par le référendum du 23, je reprends bien, du 23 février 1982 au Groenland. Le Groenland qui est une colonie du royaume de Danemark, un territoire autonome, comme on dit maintenant plus poliment. Le Groenland, où je me rappelle, quand j'étais étudiant à l'ENA, j'étais en 1984, j'étais allé voir le pasteur Jonathan Motzfeldt à Nuuk, qui est le nom de la capitale qui s'appelait Gotha auparavant, qui était un pasteur luthérien, qui était d'origine inuit et qui nous avait reçus en sabot. Enfin, c'était assez intéressant. Et en 1982, il y a eu un référendum auprès des Groenlandais, il y a 80 000 habitants. Est-ce que vous voulez ou non sortir du marché commun, puisqu'ils y étaient entrés 10 ans auparavant avec le Danemark? Il y a eu 75% de participation et 53% favorables à la sortie du marché commun. Donc les Groenlandais sont sortis de la construction européenne en 1982. Ils n'ont d'ailleurs jamais demandé à y re-rentrer. La deuxième fois qu'il y a eu un référendum sur la sortie de la construction européenne, c'est en France, dans une petite commune, une petite île des Antilles qui s'appelle Saint-Barthélemy.
Saint-Barthélemy, alors c'était pas exactement est-ce que vous voulez sortir, cette fois-ci c'était de l'Union européenne, c'était est-ce que vous voulez changer de statut. Auparavant, faisait partie intégrante de la Guadeloupe, c'est-à-dire d'un département d'outre-mer. Alors, je rappelle que les départements d'outre-mer sont des RUP, c'est-à-dire des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, et font partie de l'Union européenne. Et ce qui avait été décidé, notamment par M. Bagras, qui est le président, enfin le maire de la commune de Saint-Barthélemy, à peu près 10 000 habitants, cette île découverte par Christophe Colomb, cette île où Johnny Hallyday avait ses habitudes ainsi que Greta Garbo. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à y aller. Je ne vous invite pas, je ne paye pas le séjour, parce que c'est très cher. Dans cette île, donc, il s'agissait de quitter le département de la Guadeloupe pour devenir une COM, c'est-à-dire une collectivité d'outre-mer, et non plus un département d'outre-mer. Or, les COM ne sont pas des RUP. Je ne sais pas si vous avez suivi. Les collectivités d'outre-mer ne sont plus des régions ultra-périphériques, donc sont en dehors de l'Union européenne. Je rappelle quand même, il faut que vous sachiez, vous remémoriez, c'est qu'il y a des morceaux entiers de la République française qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ce sont les territoires d'outre-mer de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna. Ce sont également les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, et puis ce sont les collectivités d'outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, et également donc Saint-Barthélemy, puisque à Saint-Barthélemy, il y a eu un référendum le 7 décembre 2003, 79% de participation, 96% de oui. Ceux que ça intéresse, il se trouve que je suis allé en Guadeloupe il doit y avoir 3 ou 4 ans, j'étais allé justement à Saint-Barthélemy, et j'avais demandé une audience au président de la collectivité de Saint-Barthélemy, et je lui ai demandé, mais alors quand vous êtes sorti de l'Union européenne, est-ce que vous avez disparu dans l'espace-temps? Est-ce que ça a été l'apocalypse? Il a parti d'un vent éclaté. Non, maintenant c'est nous qui nous suivons de nos impôts, de nos droits de douane, on est bien contents comme ça. C'est évidemment un sujet sur lequel il est interdit d'évoquer, parce que si jamais les Français savaient qu'il y avait une commune française qui est sortie de l'Union européenne à la grande satisfaction de ses habitants il y a 10 ans et que ça passe très bien, ce serait l'objet d'un scandale. Ou plus exactement, on me dirait, ce que l'on me dit à chaque fois que j'utilise un argument quand je dis que la Suisse se porte très bien, que la Norvège se porte parfaitement bien, que l'Islande également, que les 3 pays d'Europe occidentale qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro se portent mieux que tout le monde. Il suffit d'aller regarder l'indice de développement humain, l'IDH du programme des Nations Unies pour le développement. À chaque fois, j'ai la même réponse. Mais monsieur, ça n'est pas pareil. Mais vous avez un autre argument? Mais non, ça n'est pas pareil. Donc ça n'est pas pareil. On n'a jamais le droit d'invoquer les contre-exemples qui sont, donc, ça prouve au passage qu'on est dans un univers dogmatique. Et puis le 3e référendum où on a demandé si on voulait sortir de l'Union européenne, c'est le référendum sur le Brexit qui a eu lieu le 23 juin 2016 au Royaume-Uni. Je répète les résultats, 72 participations, 52% de oui. Retenez donc cet enseignement quand même assez incroyable, enfin plus exactement que je trouve parfaitement incroyable, mais enfin sur lequel tout le monde jette un voile public, c'est qu'à chaque fois que l'on a demandé à un peuple s'il était d'accord pour sortir ou s'il refusait de sortir de la construction européenne, ils sont tous partis. Les 3 fois, les 3 peuples, les Groenlandais, les gens de Saint-Barthélemy et les Britanniques ont dit qu'ils voulaient s'en aller. C'est quand même pas mal tout ceci au cours des siècles. Alors, au cours des décennies. Alors, maintenant, et les autres référendums. Alors, les autres référendums, à chaque fois qu'un peuple n'a pas répondu comme il était prévu à la question posée, le référendum a pratiquement toujours, pas toujours, je vais expliquer pourquoi, pratiquement toujours, soit on a refait le référendum, soit il a été considéré comme nul et on en a vu, on est avancé comme si le référendum n'avait pas eu. Égrenons donc ensemble ces différents référendums. La Norvège, j'en parlais tout à l'heure, lorsque Pompidou a demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour le premier élargissement du marché commun en 1972, il était prévu qu'il y ait 4 États qui entrent dans le marché commun, qui étaient 4 États dont les plénipotentiaires avaient signé le traité de Rome et qui devaient ensuite le ratifier au niveau de leur population. Alors ça dépend des modes de ratification. Vous savez vous connaissez un peu le droit international, un traité, ça se signe d'abord en général par
le ministre des Affaires étrangères d'un État, voire éventuellement le chef de l'État, c'est l'exécutif, et pour qu'il soit ratifié, soit ça se fait par un référendum auprès du peuple, dans les pays où il y a des référendums prévus pour cela, soit ça se fait de très généralement par le Parlement, qui est la représentation nationale. Donc, en 1972, il y a eu la signature par les 4 États du référendum sur l'entrée dans le marché commun, donc du traité de Rome. Et puis, les Français, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont approuvé ça par référendum. Pourquoi les Français l'ont-ils approuvé? Parce qu'il s'agit de participer à un club où il y avait déjà 6 États, et donc l'entrée de ces nouveaux États modifiait l'équilibre du traité approuvé en 1957, et donc nécessitait l'unanimité des États qui faisaient déjà partie du marché commun. Donc en fait, le référendum d'avril 72 voulu par Pompidou valait ratification de l'entrée de ces 4 pays. Sauf qu'il y a eu un os. L'os, c'est que les Britanniques ont voté oui, après une campagne échevelée de référendum. Il y avait une très très forte opposition des Britanniques à l'entrée dans le marché commun, mais finalement, sous Edward Heath, les Britanniques ont voté pour l'entrée dans le marché commun. La deuxième, c'est l'Irlande, qui a voté pour. Le troisième, c'est le Danemark, en 72. Et le quatrième, ça devait être la Norvège, et qui a voté non. Les Norvégiens ont voté non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les opposants ont considéré que ce non n'était bien entendu que provisoire, puisque nous avons des gens qui savent quelle est la loi de l'histoire. C'est exactement comme la construction du socialisme, qui connaissaient, qui avaient découvert la loi de l'histoire. Donc on ne pouvait pas imaginer faire machine arrière. Donc il s'agissait que d'une simple mésaventure, à un quiproquo, à un retard bien condamnable, et qu'il allait falloir faire revoter les Norvégiens jusqu'à ce que mort s'en suive, ou plus exactement jusqu'à ce qu'ils acceptent, puisque s'ils avaient voté oui, en revanche, c'était pour toujours et à tout jamais. Le vote oui est, comment dirais-je, extrêmement éclairé. On ne peut pas revenir sur un vote oui, on nous oppose, les Français ont voté oui, ça. Mais le vote non est toujours une erreur. Donc les Norvégiens, on leur a fait revoter l'entrée dans le marché commun, ou plus exactement dans l'Union européenne, après le traité de Maastricht, c'était en 1994. Et les Norvégiens ont dit non. De nouveau, ils ont dit non. Ils considérés comme très fâcheux, qu'ils votent une deuxième fois non. Et donc, dans les années 2000, aux alentours de 2002-2003, on a dit aux Norvégiens, vous allez voter une troisième fois. C'est un peu comme Madame May en ce moment, avec l'accord, le pseudo-accord avec le marché, avec la Commission européenne sur le Brexit. Mais il semble-t-il qu'elle ne va pas pouvoir faire voter pour une troisième fois le même texte, puisque ça se heurte à une jurisprudence remontant à 1604 au Royaume-Uni. On ne peut pas faire voter plus de 2 fois le même texte. Et on parlera du Brexit tout à l'heure. Alors, en attendant, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, normalement, les Norvégiens devaient revoter en 2003 ou 2004. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé, j'en parlerai dans un instant, le référendum en Suède, et puis il s'est passé le désastre à partir de 2009, 2010. Donc maintenant, moins que jamais, il est question que les Norvégiens ne votent. Donc ils sont restés en dehors, pour l'instant, de l'Union européenne. Pour l'instant, ils font toujours, puisque l'Union européenne est maintenant entrée dans une phase de délitement. Alors, le Danemark. Le Danemark a voté oui en 1972, donc on a considéré que c'était très très bien. Sauf qu'au moment de Maastricht, vous vous rappelez, le traité de Maastricht donc, est signé en décembre 1991, et puis donc de plus ou moins porté sur les fonds baptismaux en 1992, et puis on demande au peuple au pays de les ratifier. Et le premier à ouvrir le bal, c'est le Danemark, avec le référendum de juin ou juillet, je crois que c'est juin 1992, où on demande au peuple danois de voter en faveur du traité de Maastricht. Patatras, les Danois ont voté non. Mince. Les Danois ont voté non, alors d'un seul coup, ça a été panique à bord. Tout le monde s'est réuni en urgence au sommet d'Édimbourg, d'autant que les Français allaient voter le 20 septembre 1992. Mitterrand, qui aimait l'histoire, avait fixé ça, le bicentenaire de la bataille de Valmy. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, puisque les gens qui se sont réunis à Valmy auraient certainement voté non. En attendant, donc ça a été la panique à bord, il y a eu la réunion à l'automne 1992, je crois que c'était après le vote des Français,
où il y a eu un sommet à Édimbourg qui s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Alors ce qui s'est passé, oui c'est ça, les Français ont voté oui le 20 septembre 92 à Maastricht, mais au décembre 92, il y a eu un sommet d'Édimbourg où on s'est dit, bon ben les Danois ont mal voté, ils se sont trompés, c'est fâcheux, il va donc falloir les faire revoter. Sauf que quand on s'adresse aux peuples du nord de l'Europe, c'est pas comme quand on s'adresse aux pays du sud. Les peuples du nord de l'Europe sont quand même des peuples beaucoup plus pragmatiques et puis surtout qui ont plus le sens de la démocratie. Donc les Danois ont fait savoir, l'opposition danoise a fait savoir qu'il était hors de question de faire un deuxième référendum sur le même texte. Et donc compte tenu de la très forte opposition qu'il y avait au Royaume de Danemark, il a été décidé de modifier le traité de Maastricht et que le Danemark serait le pays qui, avec le Royaume-Uni, aurait le droit de ne pas entrer dans l'euro. Puisque je rappelle, je ne sais pas si vous le savez, mais que le Royaume-Uni avait négocié depuis le début, au moment des négociations sur Maastricht, le Royaume-Uni avait déjà négocié le fait qu'ils auraient ce qu'on appelle une réserve dans le droit des traités, c'est-à-dire que le Royaume-Uni serait exempté d'entrer dans l'euro. Ça paraît assez bizarre, assez mystérieux. Il aurait d'ailleurs été tout à fait possible à la France de refuser ça, parce qu'il faut l'autorisation unanime des autres États, et la France aurait très bien pu dire, écoutez, il ne faut pas exagérer, soit on est dedans, soit on est dehors, mais on ne peut pas être à la fois dedans et dehors, soit on accepte Maastricht, la colonne vertébrale, c'était justement l'adoption de la monnaie européenne, soit on ne le fait pas. Mais il se trouve que les forces ont dû considérer que c'était trop important que le Royaume-Uni fasse partie du traité de Maastricht, et que, ma foi, on pouvait provisoirement mettre de côté la question monétaire, ce qui est une fantaisie. Mais en attendant, le Royaume-Uni avait obtenu d'avoir donc cette réserve qui nous permettait de ne pas être dans l'euro. Ce que n'avait pas obtenu le Danemark. Le sommet d'Édimbourg de décembre 92 a donc modifié le traité de Maastricht et a introduit cette réserve. Le Danemark avait le droit de ne pas faire partie de l'euro. Et on a fait donc revoter les Danois. En 1993, il y avait d'autres amodiations. La principale, c'était qu'ils ne seraient pas dans l'euro. Et cette fois-ci, en 1993, les Danois ont voté le traité de Maastricht ainsi modifié. Forfaiture totale en matière de droit international, il aurait fallu faire revoter les Français, puisque les Français s'étaient exprimés sur un référendum, et normalement, on peut, par référendum sur un traité, donc normalement, on ne doit pas modifier une virgule. Un texte juridique. Voilà-t-il pas qu'on retirait le Danemark? Il a été considéré que finalement le vote des Français valait quand même si le Danemark que s'en retire, c'est-à-dire en fait, sous-entendu, en fait, les Français se foutent éperdument des Danois. Ce qui n'est pas tout à fait fou. Même si Marie, la reine Margrethe, était un Français, Henri de Montpezat, mais ce qui en dit long sur la prétendue solidarité européenne. L'Irlande. L'Irlande, au moment du traité de Nice, il y a eu un référendum en 2001, l'Irlande a voté non. Traité de Nice, je rappelle qu'après le traité de Maastricht de 92, il y a eu le traité d'Amsterdam de 97, qui a procédé à de nouveaux transferts de souveraineté, notamment sur les questions migratoires. Et puis après ça, il y a eu le traité de Nice de 2000, le traité de Nice de 2000 qui a fait de nouvelles modifications, en particulier qui a acté quelque chose de très important, c'est la fin de l'égalité entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que jusqu'au traité de Nice, par exemple, les Français et les Allemands avaient exactement le même nombre de députés au Parlement européen. Et à partir de 2000, et le traité de 2000 a été conçu pour favoriser l'entrée des nouveaux pays de l'Est qui allaient entrer dans l'Union européenne après l'effondrement du camp socialiste. Donc on avait vu qu'il allait falloir modifier le nombre de membres du Parlement européen. Et à cette occasion, Chirac a lâché la question et a lâché le principe fondateur du marché commun, c'était l'égalité entre la France et l'Allemagne. Ce qui en dit long aussi sur la vérité concernant le couple franco-allemand. Sur le couple franco-allemand, c'est les Français sont prêts à tout donner et les Allemands à tout prendre, et puis ça se limite à peu près à ça. On l'a vu d'ailleurs lors du récent traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, qui est une honte, un scandale absolu qui mériterait que M. Macron soit traduit pour haute trahison. On en parlera peut-être pendant les questions. En attendant donc, les Irlandais ont voté non au traité de Nice en 2001. Ben, ils vont le prendre. En fait, non, ben oui, mais non, vous comprenez, ben non, moi je comprends pas. Non, enfin, bon, bref, finalement, tout ça s'est perdu dans les sables,
Et finalement, les Irlandais ont fini par ratifier sans référendum, exactement à la française en 2007. Et puis au traité de Lisbonne en 2008, les Irlandais ont voté non. Alors, ça c'est très mal de voter non encore une fois, les Irlandais commencent à vous ennuyer. Tous les européistes français sont montés au créneau, des gens, je sais pas quoi, des gens aussi éclairés que des gens comme M. Bernard-Henri Lévy et autres, et même que c'était quand même pas des emmerdeurs d'Irlandais qui allaient empêcher cette grandiose œuvre. Donc toujours la marque de la solidarité européenne. Et donc bref, il y a eu une petite renégociation comme ça du traité de Lisbonne, où on a changé 3 points virgule, en fait rien du tout, et on a fait revoter les Irlandais en 2008, quelques mois après. En fait c'était le même texte. Et là il y a eu un tel bombardement, une telle propagande sur les Irlandais, les moutons noirs, vous vous rendez compte, etc. On fait contrepoids à la Chine, aux États-Unis, le monde arabe va nous submerger, les noirs, les jaunes, les ci, les ça, la guerre, Poutine et tout tremblant. Les Irlandais, donc ils ont fini par voter oui au deuxième référendum sur le traité de Lisbonne. La Suède en 2003, vous savez que les Suédois sont entrés dans l'Union européenne en 1995 en signant le traité de Maastricht. Mais les Suédois, c'est comme les Danois, c'est-à-dire qu'ils étaient très attachés à leur monnaie nationale. Je rappelle que la Suède est un pays qui a une très grande, très belle histoire. Lisez l'histoire de Charles Mousse par Voltaire, vous savez que la Suède était un pays qui dominait toute la Baltique au XVIIe siècle. Donc les Suédois sont très attachés notamment à la couronne suédoise, et donc les Suédois, au moment de la signature du traité de Maastricht, ils ont demandé à être exemptés de l'euro, en disant, mais comme les Britanniques qui l'avaient négocié avant, ou comme les Danois qui l'ont négocié après, si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué. Selon, on a dit, non, parce que le sommet de Copenhague de décembre 92 a dit qu'il n'y avait que les Danois, pour toujours, à tout jamais, qui pouvaient modifier, donc vous êtes obligés. À ce moment-là, les Suédois ont dit, d'accord, ok, on signe, mais on adoptera l'euro qu'après avoir fait un référendum auprès du peuple suédois pour savoir s'il est d'accord pour adopter l'euro. Donc, les Suédois sont entrés selon une architecture juridique extraordinairement baroque et contradictoire. Ils ont signé, ratifié le traité de Maastricht qui leur fait obligation d'adopter l'euro. Mais le gouvernement suédois a dit « Nous n'adopterons en effet l'euro que lorsque le peuple suédois se sera prononcé par référendum en faveur de l'abandon de la couronne suédoise et de l'adoption de l'euro. » Voilà-t-il pas qu'en 2002 arrive l'euro sous forme fiduciaire, des formes de pièces et de billets dans les poches de M. Tout-le-Monde. Le gouvernement suédois considère que c'est le moment. Depuis 1995 jusqu'à 2002, ils n'avaient pas bougé. L'euro, je rappelle, a été créé en 1999 sous forme interbancaire, et c'est à partir du 1er janvier, du 1er janvier 2002, sauf erreur de ma part en France, avec retrait des francs le 17 février 2002, c'est en 2002 que l'euro est arrivé sous forme de pièces et de billets. Et le gouvernement suédois pensait que cette arrivée de pièces et de billets en euros en Finlande, qui frontait avec l'autre côté du golfe de Finlande, de Bosnie, face à la Suède, que l'arrivée de l'euro en Allemagne, et bien que les Suédois qui ont des liens très étroits avec l'Allemagne du Nord et avec la Finlande, et bien que les Suédois seraient convaincus par cette monnaie et adopteraient par référendum la monnaie. Donc le Premier ministre suédois de l'époque, en janvier 2003, ce monsieur s'appelait Persson, mon nom est Persson, on se croirait dans l'Odyssée. Monsieur Gustaf Persson décide qu'il va y avoir un référendum le 14 septembre 2003 pour l'adoption ou non de l'euro en Suède. Je vous renvoie à la conférence « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» pendant 9 mois. Une grossesse nerveuse. Pendant 9 mois, on a expliqué aux Suédois que si jamais ils votaient contre l'euro, c'est la catastrophe. L'apocalypse. Parce que les entreprises partiraient, fuiraient le royaume en se pinçant le nez devant tant de populisme, devant une telle rétrogradation face à l'avenir. Le président de Ericsson, qui représente à soi seul 9% du PIB suédois, une grande entreprise
et de produits électriques, etc., transformateurs, centrales électriques, j'en passe. Le président de Ericsson, le patronat suédois, les principaux syndicats suédois, tout le monde s'y était mis, toutes les télévisions, toutes les radios, etc., s'étaient mis de la partie pour appeler à voter oui à l'euro. Il y avait qu'un mouvement citoyen qui était en guenilles, qui évidemment avait droit à 2% de temps d'antenne contre 98% de temps d'antenne pour les partisans de l'euro, qui donnaient des petits stands à travers toute la Suède pour dire qu'il fallait préserver la monnaie nationale et donc la souveraineté et l'indépendance nationale. Les sondages étaient malheureusement désespérément en faveur des partisans du maintien de la couronne suédoise. Je vous renvoie à ma conférence qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» Vous la trouverez sur un site internet qui n'est pas banal, il s'appelle upr.fr. Je passe employé au passage pour signaler qu'il est désormais, et de très très loin, le site d'un parti politique le plus consulté sur internet. Nous sommes 900e au classement Alexa Ranking pour la France. Le deuxième site est en France Insoumise, qui est 4700e, alors que nous sommes 900e. Le troisième site étant le Rassemblement National, qui est 7700e. Le quatrième site étant En Marche arrière, 9800e. Et quant aux Républicains et au Parti Socialiste, ils ne sont plus cotés à l'Argus, puisqu'ils sont en dessous de 50 millions. Alors, vous verrez dans cette conférence, je vous explique un truc incroyable qui s'est passé, c'est que l'égérie du oui, un ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Madame Anna Lindh, qui avait 42 ans, qui est une très jolie femme, elles sont souvent jolies d'ailleurs, les Nordiques et les femmes des pays de l'Est, moins que les Françaises, bien entendu. Eh bien, cette femme qui était très jolie, qui était très charismatique et tout, voilà-t-il pas que le référendum avait lieu le 14 septembre 1993, un dimanche, voilà-t-il pas que le 11 septembre, date funeste, le 11 septembre, elle se balade dans une galerie marchande et elle est attaquée par un fou qui lui donne des coups de couteau. Bon. Un type dont le profil est à peu près celui de Lee Harvey Oswald, parce que c'était un Serbe qui était fou, qui était sorti d'un hôpital psychiatrique quelques jours avant, qui avait suivi la ministre et qui lui a donné des coups de surin. Alors on a reproduit, on a vu les photos de la ministre sur un brancard, et c'est ça. Et puis cette pauvre femme, malheureusement, est morte. Elle est morte la veille du référendum. Et à ce moment-là, c'était celle qui s'était le plus, mais c'était la tête de liste, si je peux dire, du oui. Voilà. C'était la Nathalie Loiseau de l'étape. Normalement, devant un tel drame, la moindre des corrections eût été d'annuler le scrutin, de le reporter de 3 mois, par exemple. Et pas du tout. Monsieur Personne, le Premier ministre, a décidé en personne, d'une part, que le scrutin aurait lieu effectivement 3 jours après, oui, c'était donc 3 jours après, et d'autre part, que la campagne électorale, en revanche, était suspendue par respect pour la défunte. Donc déjà, plus personne ne pouvait militer pour le maintien de la couronne. Et en revanche, on a vu défiler à la télévision, les gens chantaient des cantiques pour la défunte. Et on a vu un sondage Gallup, société américaine, s'il vous plaît. Allez voir si tout ce que je vous dis est vrai ou faux. J'attends qu'ici il y ait du débunkage. Hein, parce que sur ma conférence, tout est absolument sourcé, avec également les saisies des articles de presse de l'époque. Eh bien, on a vu un sondage Gallup sorti d'un chapeau, 11 heures après, le corps de la défunte était encore chaud, qui montrait que l'assassinat de Anna Lindh a bouleversé la Suède entière, que les gens allaient, ce qui est vrai, à travers toute la Suède, il y a eu des appels funéraires, les gens sont allés, et que ce sondage Gallup montrait que d'un seul coup, eh bien, les 57% de Suédois qui s'apprêtaient à voter pour le maintien de la couronne suédoise étaient tombés à 48%, et que sur le fil du rasoir, par cette espèce de mort, et résurrection, quelque chose de christique, eh bien, les Suédois avaient adopté l'euro. Le dimanche 14 septembre 2003, le référendum a donné 57% en faveur du maintien de la couronne suédoise. C'est-à-dire que le sondage Gallup était un faux, une fake news. Enfin, ça fait partie de ces fake news sur lesquelles il est bon de ne pas s'attarder. Donc, en réalité, les Suédois ont voté pour le maintien de la couronne suédoise. Et il s'est passé un phénomène inimaginable, et vraiment, c'est que le 15 février au matin, le soleil s'est levé sur le port de Stockholm.
que les gens trouvaient tout allait très bien. Ils pouvaient aller à l'épicerie acheter du pain Vasa, ça n'avait pas changé. On leur avait dit que c'était la catastrophe, l'apocalypse, que toutes les entreprises allaient s'enfuir de façon éperdue. Eh bien, pas du tout. Et à 9h du matin, voilà, dis-moi que les informations en provenance de la bourse de Stockholm, on avait dit que la couronne suédoise s'effondrerait, moins 70%, etc. C'est ce que les Britanniques Brexiters ont appelé le Project Fear. Vous avez vu d'ailleurs peut-être ce que M. Macron et En Marche nous réservent comme clip de campagne. Je ne sais pas si vous avez vu le clip de campagne, c'est ça, c'est la bête immonde est aux portes de Paris. Eh bien, lors des premiers échanges interbancaires, à la stupéfaction générale, la couronne suédoise s'est mise à monter. Grimper. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de spéculateurs qui avaient acheté à découvert de la couronne suédoise en pensant qu'elle allait s'effondrer. Et donc, ils la revendraient avec un bénéfice, dénouer leur position avec un gros bénéfice, et c'est le contraire. C'est pas vu comme ça n'a pas changé. Comme en fait, les investisseurs internationaux, les grandes sociétés de commerce, etc., en ont vu d'autres et savaient bien que bon, la monnaie, c'était quand même... Il n'y avait aucune raison macroéconomique fondamentale pour que la couronne s'effondre. Eh bien, la couronne n'ayant pas bougé, les spéculateurs ont été obligés de racheter ce qu'ils avaient vendu à découvert, de racheter la couronne suédoise en urgence, et ça a fait monter le taux d'intérêt. Ça a fait monter le taux de la couronne suédoise. Il a fallu que la Riksbank intervienne pour baisser le taux d'intérêt CRI sur la couronne suédoise pour éviter une trop forte augmentation de la couronne suédoise. Depuis lors, plus personne ne vous parle de la Suède. Mais à l'époque, vous en avez beaucoup parlé, y compris en France, parce que depuis lors, le taux de croissance moyen de la Suède est 50% supérieur au taux de croissance de la zone euro. Donc c'est comme la Suède. Alors quand je disais, mais ça n'est pas comparable. La Suisse, la Norvège, l'Islande, la Suède, ça n'est jamais comparable. En France, référendum de 2005 où 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne, on l'a eu quand même, vous le savez, on l'a eu dans l'os, puisque nous avons eu ça sous le nom d'intitulé le traité de Lisbonne. Voilà, c'est-à-dire encore une fois, comme tout ce que je viens de vous dire auparavant, à part la Suède, qui a tenu bon, mais tous les autres, la Norvège, le Danemark, l'Irlande, la France, lorsque les peuples votent mal, on considère qu'ils se sont trompés, donc on les fait revoter, ou bien on considère leur vote comme nul et non avenu. C'est d'ailleurs un péché contre la démocratie, bien sûr. C'est malheureusement légal en France, puisqu'il n'est pas interdit en France de faire ratifier par le Parlement ce qui a été rejeté par le peuple. Il y a des endroits du monde, en Californie par exemple, s'il y a un référendum sur un projet de loi, puisqu'il y a un référendum d'initiative populaire qui existe en Californie et en Suisse, ce qui, paraît-il, aux yeux de M. Macron, est une horreur absolue, la marque du populisme, c'est ce qui existe depuis des décennies en Californie et en Suisse. Eh bien, en Californie, si le peuple décide de refuser une loi ou d'adopter une loi, de refuser une loi par référendum, il est interdit de la faire adopter ensuite par le Sénat, la Chambre des représentants de l'État de Californie. On est obligé de le repasser par le peuple californien. Donc, en France, malheureusement, ça n'est pas comme ça. Les Français ont voté non à la Constitution européenne, et non, nous l'avons eu quand même. Même cause, même effet aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, quelques jours après, 3 jours après la France, les Néerlandais ont voté non à la Constitution européenne. Ils l'ont eu quand même, sous la forme du traité de Lisbonne. Rappelons enfin que la Grèce, en 2015, a voté non au plan de la Troïka par référendum. Et le Premier ministre, comme seule solution, le Premier ministre, M. Papandréou, a été viré. Et on a imposé à la Grèce un monsieur qui était un ancien, celui qui avait négocié l'entrée de la Grèce avec les escrocs de Goldman Sachs, en truquant les comptes, c'est pas moi qui le dis, c'est le Financial Times. Et donc, ils ont quand même eu le plan de la Troïka. Le référendum de 2015 en Grèce a été considéré comme nul et non avenu. Aux Pays-Bas, en 2016, nouveau référendum, les Néerlandais ont voté non à l'accord d'association entre l'Union européenne et le gouvernement nazi fasciste d'Ukraine, soutenu par les Américains après le Maïdan. Eh bien, les Néerlandais ont voté non. Il y a quand même eu l'accord d'association. On a considéré que c'est des violations permanentes du droit des peuples, en fait. Voilà. Et enfin, le Royaume-Uni, le Brexit. Vous avez vu que les Britanniques ont voté, comme vous le savez, ont voté en faveur du Brexit. Vous savez que les choses
on est devenu maintenant, c'est devenu une espèce de pugilat général. Pourquoi un pugilat général? Il y a des gens qui me disent, vous voyez qu'avec le Brexit, c'est très difficile, c'est impossible de sortir de l'Union européenne. Vous voyez, non. Ça passe très très bien le Brexit, hein, du point de vue économique. Merci bien, la situation économique du Royaume-Uni est bien plus favorable que la situation de la France. Le chômage, depuis le référendum, depuis 2 ans et demi, n'a pas arrêté de baisser. Les investissements internationaux se précipitaient. L'avenir de l'économie britannique n'a jamais été aussi brillant. En revanche, il y a un problème, c'est que ceux que j'appelle les fascistes bleus refusent le résultat du référendum. Donc ils utilisent absolument toutes les postures possibles et imaginables pour essayer d'empêcher la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, au point même que Jeremy Corbyn, le leader du Labour, plus d'autres voix comme Anthony Blair, ce grand démocrate qui a fait la guerre en Irak avec comme bilan 1 200 000 morts, femmes et enfants, eh bien ces voix se sont exprimées pour un 2e référendum parce que les Britanniques se sont trompés. Sauf que les Britanniques, c'est pas la même chose que les Irlandais, c'est pas la même chose que d'autres peuples, et puis surtout, il faut que vous sachiez que contrairement à ce que vous disent les médias français, il semble que s'il y avait un 2e référendum au Royaume-Uni, le Brexit ne l'emporterait plus à 52%, mais à 55%. Donc ce serait évidemment une gifle sur laquelle il vaut mieux ne pas trop insister. Alors, je vais terminer cette intervention pour vous montrer quand même que nous sommes lancés dans une procédure qui, quiconque a un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle, quiconque s'intéresse un peu aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'intéresse tout simplement à la démocratie, se rend compte que de pays en pays, nous avons affaire à une dictature qui s'est abattue sur le continent et qui n'admet jamais les résultats adverses. Alors, cette dictature également utilise de tous les moyens pour empêcher de pouvoir sortir de l'Union européenne et d'abord pour empêcher tout débat. D'abord, c'est le refus de tout débat de fond. Vous l'avez vu hier, vous savez que pour le 4 avril prochain, eh bien, je suis, pour l'instant en tout cas, interdit d'antenne, alors je suis tête de liste, alors que notre site internet est le plus consulté de tous les partis politiques français. Je suis interdit, je ne suis pas parmi les têtes de liste sélectionnées par France 2 pour débattre. C'est-à-dire que le débat qui est autorisé à la télévision publique, j'ai quand même rassemblé 337 000 électeurs, les électeurs qui ici dans la salle, il y a certainement des personnes qui ont voté pour moi, ben vous n'êtes rien. Vous êtes bon pour payer, la redevance audiovisuelle qui finance l'audiovisuel public, mais vous, avec cette redevance, on vous insulte. Vous n'avez pas le droit de faire entendre votre voix. Hein? Donc, il n'y a pas de débat de fond. Nous avons demandé, on a saisi le CSA, on a saisi Madame Ernotte, on a saisi les 5 membres du comité d'éthique de France Télévisions qui se sont tous mis à 4 pattes sous la table, on les cherche. Le président du CSA, saisi depuis 2 mois, n'a toujours pas répondu alors que tous les jours on l'appelle. Il y a d'ailleurs eu des centaines et des centaines d'adhérents, de militants, de sympathisants, et même de gens qui ne sont pas à l'UPR, qui ont assailli le CSA à France 2. Ils ne veulent pas me donner la parole. Voilà, je signale, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, que Madame Loiseau se répand sur les ondes en dénonçant mes analyses simplissimes. Je voudrais dire à Madame Loiseau que si mes analyses sont à ce point simplissimes, si ce que je dis est à ce point con, elle devrait se précipiter, ce titan de la pensée politique que Madame Loiseau, elle devrait se précipiter pour me faire inviter et débattre avec moi à la télévision française, pour que vous ayez d'un seul coup tous les rieurs de son côté, que les gens allaient sortir le clown, et puis on en aurait fini avec Asselineau et avec l'UPR. Si ce que je dis est aussi bête et aussi con. Donc, nous avons affaire à une censure pure et simple. Je rappelle que tout en ayant obtenu près d'1% des suffrages à l'élection présidentielle, dans des conditions d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui me disent, vous n'avez pas réussi à convaincre les Français. Ah, d'accord. Et qui me connaissait au moment du premier tour de l'élection présidentielle? Actuellement, nous avons énormément de gens qui appellent au siège de l'UPR et qui disent, les Gilets jaunes notamment, qui disent « Ah, on a découvert l'UPR, on ne connaissait pas M. Asselineau. »
J'ai été candidat à l'élection présidentielle, il y a des millions de personnes qui ne me connaissent pas. Ça veut dire que c'est d'ailleurs un des outils utilisés qui consiste à neutraliser les candidats dont on ne veut pas. Moi, lorsque j'étais à la recherche des parrainages et les militants qui cherchaient des parrainages, ça a duré 2015, 2016 et début 2017, il n'y a jamais eu un seul reportage de quelques médias que ce soit sur notre recherche de parrainage qui se savait dans le Landerneau, bien entendu. Et lorsque j'ai eu les 587 parrainages, et je suis aussi légitime que tous les autres candidats, lorsque j'ai eu les 587 parrainages, j'ai été accueilli dans les médias comme un hybride de Barbe Bleue et de Marc Dutroux, où l'on m'a présenté comme complotiste, conspirationniste, d'extrême. En fait, vous parlez comme Madame Le Pen, ce qui n'est pas vrai. Madame Le Pen, d'une part, n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne de l'euro, elle a clarifié les choses définitivement il y a quelques semaines, vous l'avez vu. Mais par ailleurs, je mets au défi quiconque de trouver la moindre marque d'extrême droite à l'UPR. Je paye une bouteille de champagne. Allez-y, trouvez la moindre trace. En revanche, des traces d'extrême droite au gouvernement actuel, ça, il y en a pléthore. Donc, moi, je demande qu'on me loue. J'ai donc été également qualifié du terme de petit candidat. Un jour, un journaliste m'a dit « Ça fait quel effet d'être un petit candidat ?» Je lui ai répondu « Et quel effet ça fait d'être un tout petit journaliste ?» Le terme de petit et de grand candidat n'existe pas dans la Constitution. D'ailleurs, de bout à moi, je connais Macron, qui, hélas, du même corps que le mien, un corps administratif que le mien, qui n'a aucune expérience internationale, ça s'est vu d'ailleurs. Il est la risée du monde entier, je ne sais pas si vous êtes au courant, il est la risée, méprisé par le monde entier. Rappelez-vous Donald Trump qui l'a traité comme un bichon, comme un caniche dans un concours canin, en disant « Oh, yeah, this is the president, he's almost perfect !» Et puis lui enlever les pellicules, en disant « Now he's perfect !» Il y avait la cour qui était là. Enfin, est-ce que vous imaginez ça du temps de Gaulle? Franchement. Est-ce que vous imaginez que Trump ait fait ça à Poutine ou à Xi Jinping? Non. Non. Non, non, non. Monsieur Macron n'a aucune expérience internationale. Monsieur Macron n'avait aucune expérience tout court, par le fait d'avoir gagné 3 millions d'euros par an chez Rothschild et d'avoir en tout et pour tout comme patrimoine un 2 pièces cuisine ou un studio à Pigalle. D'après la déclaration qu'il a faite, donc il a truandé la déclaration de patrimoine, tout le monde est au courant. La CNCCFP a fait un signalement, même la CNCCFP a fait un signalement au parquet sur 140 000 euros dont on ne sait pas l'origine dans le financement de l'En Marche. Bon. Et tout ceci passé sous la table, enfin je veux dire, c'est même plus une république bananière, parce que c'est maintenant devenu du délire. En attendant, moi on m'a qualifié de petit candidat, et lui qui ne s'était présenté à aucune élection de grand candidat. Il a eu droit à 120 couvertures de magazines quand je n'avais même pas le droit à ce que mon nom soit cité dans un magazine. Il a eu droit à des magazines du style, vous savez, VSD, Paris Match, Et si c'était lui, le fabuleux couple qu'il forme avec Brigitte. Donc là, c'est pour les dames qui allaient chez le coiffeur, qui sont dans les, ou les messieurs qui sont dans les salles chez le dentiste. Donc, résumons. Le refus de tout débat de fond. J'insiste sur le fait qu'à la télévision française, il n'y a aucun débat de fond, par exemple sur l'euro. Aucun. Ou que l'on en cite. On a des trucs qui durent 3 minutes, comme ça, entre deux portes. Aucun débat de fond. Alors que l'euro va exploser. Alors que l'inquiétude est maximale en Allemagne. Alors que le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur du système Target 2 fait que le Wirtschaftsrat, le Conseil économique de la CDU, a formellement demandé en août dernier à Mme Merkel de demander des collatéraux désormais sur les créances en provenance des pays du Sud. Parce que bientôt 1000 milliards d'euros de créances sur la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, la Banque de Grèce. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Aucun débat de fond. C'est interdit. Sur les grandes chaînes de télévision. Aucun débat de fond sur notre posture en matière internationale.
aucun débat de fond sur le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, où M. Macron, sans avoir averti la représentation nationale, a signé un texte qui postule que la priorité de la diplomatie franco-allemande est que l'Allemagne obtienne un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Dingue. Et il postule également qu'il faut que dans tous les domaines, on partage les mêmes armements. Sous-entendu, que fait-on de l'armement nucléaire français? Sachant que toutes les personnes qui s'intéressent à l'Allemagne, ce n'étaient pas les européistes français, parce que les européistes français ne s'intéressent absolument pas aux autres pays d'Europe. Tous les pro-européens en France, si je leur demande, par exemple ici, si je demande quel est le nom de la présidente de la Lituanie, la principale recette culinaire d'Estonie, on aurait des réponses étonnantes. Ou tout simplement qui connaît le chef d'État allemand? C'est qui le président allemand? C'est Frank-Walter Steinmeier. Bravo. Ça, c'est le petit... Bravo. En fait, tout ça est fondé tout simplement sur un mensonge. Alors, les gens se fichent éperdument de l'Europe. Si je demande si je suis persuadé qu'il y a infiniment plus de Français qui savent quel est le nom, évidemment, du président des États-Unis, bien sûr, mais du président algérien, dont il est beaucoup question ces temps-ci d'ailleurs, ou du chef d'État marocain, que si je leur demande quel est le nom du chef d'État chypriote ou slovaque. Le président de Slovaquie, d'ailleurs, qui a dû démissionner récemment du fait de son implication dans des réseaux mafieux. Ça, c'est autre chose dont on ne vous parle jamais, mais qui est extrêmement grave, c'est que de plus en plus d'États au sein de l'Union européenne sont désormais gangrénés par la mafia. En particulier le gouvernement maltais, monsieur le Premier ministre de Malte. Il s'appelle Joseph Muscat, avec un T, et donc il est mêlé, très mêlé à la Ndrangheta calabraise. Il y a une journaliste qui a été... Il y a 3 journalistes qui se sont fait assassiner récemment, à Malte, puis en Slovaquie, puis en Bulgarie, et dans les 3 cas, des gens qui enquêtaient, des journalistes qui enquêtaient sur les liens entre les gouvernants et la mafia. La vraie, c'est pas... Il s'agit de la Ndrangheta calabraise à Malte, et il s'agit de la Ndrangheta calabraise en Slovaquie, avec le Premier ministre Robert Fico, qui a été obligé de démissionner sous la pression populaire devant les scandales à réputation de la corruption généralisée. Et puis, il y a la Bulgarie, mais la Bulgarie, c'est pas la Ndrangheta, il y a 2 mafias locales qui se partagent le pouvoir. Quant à la France... Alors, je voudrais insister sur les moyens d'empêcher tout débat, le refus des débats de fond, la censure pure et simple, ça fait 23 mois depuis le 21 avril 2017, que le mouvement politique que j'ai créé et que les 1% de gens qui ont voté pour moi à la présidentielle, je signale que lors des dernières élections que nous avons participé, l'élection législative partielle dans l'Essonne et l'élection législative partielle à Mayotte, nous avons fait 1,4 et 1,8% des suffrages. Donc nous sommes, et ça c'était avant les Gilets jaunes, avant le ralliement d'Étienne Chouin, etc., et avant que notre parti soit en croissance verticale en ce moment, eh bien nous avons eu droit depuis 23 mois, donc depuis bientôt 2 ans, sur France 2, à 0 heure, 0 minute et 0 seconde, ce qui piétine absolument toutes les lois sur la liberté d'expression en France. Et sur France 3, j'ai eu droit à 1 minute 14 secondes qui ont été filmées l'autre jour, c'était à Caen. Divine surprise. Normalement, nous avons écrit donc, cette lettre à Mme Erneuve. J'aurais dû passer, normalement, si on avait fait un simple principe de proportionnalité par rapport au score obtenu aux élections, j'aurais dû être invité dans 23 émissions sur les chaînes publiques de télévision depuis 23 mois, en 1 fois par mois en moyenne, compte tenu de ce qui est servi aux autres candidats. Moi, j'ai eu droit à 0. Voilà ce qu'est la République française. Et là, nous allons saisir, nous allons adresser tout ceci aux ambassades étrangères en France avec copie au Premier ministre. On va, et puis à l'Élysée, on va expliquer aux Italiens, parce que M. Macron donne des leçons de morale et de démocratie à la planète entière, à la Pologne, à la Hongrie, à l'Italie, etc. On va envoyer ça
aux ambassades concernées, on va les envoyer à l'ambassade d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Russie, voilà ce que c'est. En France, le parti qui a le plus de succès sur Internet, voilà comment il est traité sur les médias publics. Si nous sommes mieux traités, c'est dire on est mieux traité par CNews et par BFM que par les télévisions publiques. Il faut quand même le faire. Il y a également, pour faire taire tout débat, c'est les prophéties autoréalisatrices, les sondages bidouillés, puisque nous avons de nombreux témoignages qui nous sont remontés du terrain, de sondages où quand on demande à certains de nos adhérents pour qui avez-vous voté en 2017, ils répondent François Simon, parce qu'il y a effectivement 11 cases. Et pour qui allez-vous voter aux européennes? Ils disent François Simon, j'ai pas la case. Je n'ai pas la liste, donc de quelle autre liste vous sentez-vous proche? Heureusement, un de nos adhérents a eu la présence d'esprit d'avoir, il avait sur son Intel, sur son téléphone, un logiciel qui permet d'enregistrer les conversations, et vous verrez ce que c'est que les sondages à la française. Alors, je vous ai parlé de la prophétie autoréalisatrice avec les sondages, avec le petit candidat. Je voudrais aussi vous parler des fausses informations par ces spécialistes des fake news. C'est-à-dire que nous, on se livre, paraît-il, à du débunkage. Alors, je suis tout à fait prêt à parler de Walter Einstein. De toute façon, attendez encore quelques jours, parce qu'on va tout déballer. Nous avons été attaqués, j'ai été attaqué par une dame payée par fonds publics, employée par France Télévisions, qui s'est permis de trouver des circonstances atténuantes à Walter Einstein. C'est inimaginable, on pourra en parler si vous voulez. Mais les mêmes, au même moment, diffusent les pires fausses informations. Dans le journal Le Monde, dans la rubrique débunkage, justement, c'est encore attaqué d'ailleurs à moi, en disant que j'exagérais grossièrement sur le coût de l'Union européenne, chaque année en disant qu'en fait ça ne coûtait que 2,5 milliards d'euros, c'est un chiffre faux. Donc nous allons attaquer le journal Le Monde, parce que tout simplement ils ont des gens incompétents pour faire des débunkages, ils n'ont pas tenu compte du fait que les États membres de l'Union européenne, la Commission plus exactement, a considéré que les droits de douane prélevés dans les États membres et transférés à Bruxelles ne faisaient plus partie maintenant de l'aide des États membres, mais ils faisaient partie de ses ressources propres. Ce qui leur a permis en effet de minimiser l'apport des États membres. Quant au fait que le Brexit serait une catastrophe, j'en ai déjà parlé, on pourra en reparler également. Maintenant, il est temps de conclure, parce que sinon je vais avoir débordé ce qui le temps qui m'était alloué. Je voudrais dire que, comme c'est toujours le cas dans l'histoire, les faits s'imposent. Les faits s'imposent avec d'abord l'euro. Si la France est en ébullition, c'est parce que l'euro est en train d'appauvrir à tout à l'heure les Français et les Italiens. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui l'ai dit. Vous avez vu qu'il y a un think tank allemand qui a sorti il y a 15 jours une étude absolument terrible qui montre que depuis une vingtaine d'années, les principaux peuples qui ont été pénalisés par l'euro, eh bien, ce sont les Français et les Italiens. On a chiffré, je crois, ils ont chiffré à 56 000 euros par personne depuis 20 ans la perte sèche du fait de l'euro, tout simplement. Mais parce que la France ne peut pas se permettre d'avoir la même monnaie que l'Allemagne sur longue période, alors que les Allemands, au contraire, ont été extrêmement bénéficiaires. Je rappelle que l'euro, qui au passage n'est pas une monnaie unique, c'est une collection de monnaies nationales homonymes qui s'échangent autour de 1 pour 1. Je vous renvoie là aussi à toutes nos explications. Nous sommes le seul parti politique à expliquer comment fonctionne l'euro, et que notre responsable des questions monétaires, Vincent Rousseau, est non seulement normalien, docteur en maths et docteur en économie, mais il a passé 15 ans à la BCE et il a passé 6 ans au service de la politique monétaire. C'est quand même une personne au monde qui connaît le mieux le fonctionnement de l'euro. Donc l'euro est en train d'entraîner à la ruine les pays du sud de l'Europe et est en train de favoriser, de consolider considérablement la fortune et la solidité de l'économie allemande, avec néanmoins comme contrepartie, l'Allemagne étant néanmoins très inquiète par l'accumulation des créances pourries sur les banques centrales des pays du Sud. Deuxièmement, il suffit d'ouvrir un journal pour voir que l'Europe marche moins que jamais. Le dernier exemple étant les GAFAM, la taxe des GAFAM où évidemment l'Europe, comme d'habitude, a besoin d'unanimité, comme d'habitude, n'est pas arrivée. Donc l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande se sont opposés à une taxation des GAFAM, ce qui fait que M. Bruno Le Maire, grand européiste devant l'Éternel, est obligé de prendre des mesures nationales pour dire qu'il va taxer les GAFAM, mais ce sont des mesures ridicules en montant, parce qu'il ne peut pas faire davantage. Je rappelle qu'au sujet de la fusion Alstom-Siemens, pour mieux lutter contre la concurrence chinoise, la Commission européenne a évidemment
interdit la fusion. Tout ça, c'est pour ceux qui croient encore que la construction européenne aurait vocation à faire contrepoids à la Chine. D'ailleurs, le président Xi Jinping est de passage en Europe ces jours-ci. Et je suis venu hier à Toulouse en prenant l'avion, je voyais le titre du Figaro, ça m'a fait sourire, en disant l'Europe en ordre dispersé face à la Chine, comme si c'était nouveau. Comme si c'était nouveau. J'ai sur vous un petit avantage d'avoir été en cabinet ministériel et d'avoir accompagné Jacques Chirac en 1996 à Pékin. Nous avions été reçus à Zhongnanhai, dans la partie de la cité interdite réservée aux dirigeants, et où Jacques Chirac a essayé de promouvoir le TGV français, que depuis lors, votre ami Macron a vendu d'ailleurs aux Allemands. Et Jacques Chirac essayait de promouvoir cet atout de la France au président chinois en disant que c'était vraiment le TGV qui était le meilleur train rapide du monde. Il avait dit ça 10 minutes auparavant. Chirac avait expliqué au président Jiang Zemin à l'époque que désormais la France était lancée dans la grande stratégie de couple franco-allemand, le coup de violon, et que désormais la France allait avoir une monnaie européenne, ici et ça. Il répondait ainsi non à la proposition du président chinois de faire un partenariat stratégique franco-chinois. Donc Chirac avait dit ça, et le président chinois Jiang Zemin, qui était assez malin, vous aimez bien les Chinois, il avait regardé un peu émerveillé, il était très bien, très bien. Et oui, on sait que votre TGV est très très bien, ça c'est vrai, on a d'ailleurs des ingénieurs qui sont allés à Belfort, etc. Mais, dit le président Jiang Zemin, qui ferme les yeux, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur le président de la République française? Alors, Chirac, si je peux vous expliquer, je suis là pour... Et le président chinois dit, eh bien voilà, vous m'avez dit que vous formez un couple franco-allemand et la stratégie... Oui, c'est tout à fait exact. Mais, dit le président chinois, il y a 3 mois, dans le siège que vous occupez, là, exactement, je recevais son Excellence, le chancelier d'Allemagne, M. Gerhard Schröder. Ça se passe en 1996, cette année-là. 1996. Et Chirac de répondre, oui, je le connais très bien, c'est un ami. Le président chinois, impavi, ne se laissant pas démonter, dit, eh bien voilà, le chancelier d'Allemagne est venu m'expliquer que la Chine devait absolument acheter le train Aïsir de chez Siemens, qui était beaucoup mieux que le TGV français. Alors, vous me dites que vous formez un couple franco-allemand, mais qu'est-ce que je dois faire? Je peux vous dire que Chirac, il a regardé ses pompes. Parce qu'il y a des limites à la fausseté. C'est-à-dire que face à la Chine, tous les pays du monde, pas seulement face à la Chine d'ailleurs, quand on est allé à Wuhan, on est allé célébrer l'implantation de Citroën, de PSA plus exactement, à Wuhan avec son partenaire qui s'appelle Dongfeng, qui a une usine pour mieux lutter contre Volkswagen, qui a son propre partenaire chinois, ou contre Fiat, qui a racheté Chrysler, qui a son propre partenaire chinois. M. Carlos Ghosn, dont on parle beaucoup ces temps-ci, a quand même été à la manœuvre pour le rachat de Nissan par Renault pour mieux s'opposer à Volkswagen au Japon. Donc il faut arrêter de raconter des salades sur le fait qu'il faut que la France serait trop petite, serait trop ci, serait trop ça. D'ailleurs, si la France, 5e puissance ou 6e puissance économique mondiale, dont la langue est l'une des 2 langues parlées quotidiennement sur les 5 continents, qui dispose du siège permanent au Conseil de sécurité, qui doit être la 3e ou 4e puissance nucléaire mondiale, qui dispose de la 2e zone économique exclusive au monde, etc., etc., si la France est trop petite, alors que font il y a 193 États aux Nations Unies, que font les 185 pays qui sont plus petits. Voilà. Nous, on serait trop petit pour lutter contre le monde. Alors, nom d'une pique, que font les Islandais, avec 330 000 habitants, et les Paraguayens, et les Singapouriens. Pourquoi est-ce qu'ils ne fusionnent pas avec les 27 pays alentours? Et les Israéliens, qui devraient par fusionner avec les 27 pays qui les entourent. Ça suffit comme ça, ces histoires-là, ce sont des histoires ridicules, ce sont des slogans. Ce sont des slogans qui ne résistent pas à l'examen. Les suites du Brexit vont être intéressantes. Alors chacun peut avoir son avis, mais moi, mon avis personnel,
c'est qu'on va tout droit vers un Brexit no deal le 29 mars, en tout cas c'est ce que j'espère, puisque nous avons organisé depuis plusieurs mois une grande fiesta à Londres le 29 mars, dans un des locaux qui nous a été loué par la Church House Westminster, à 200 mètres de Westminster et 300 mètres de Buckingham Palace. Voilà, nous aurons 700 personnes qui seront présentes, la BBC, Sky News, les médias internationaux, évidemment pas les médias français bien sûr, mais nous aurons des médias internationaux, ça c'est quoi qu'il va y avoir quelques journalistes qui vont venir, et puis nous aurons 3 anciens ministres qui vont venir, plus le responsable du pro-Brexit du Labour, parce que le Brexit a été porté par des forces politiques de droite comme de gauche. Nous aurons également le syndicaliste Brian Dennis du syndicat RNT, qui est un syndicat d'extrême gauche pro-Brexit. Et nous aurons également un général à la retraite de l'armée britannique. Nous aurons également une femme qui a créé une association de soutien. C'est pas SOS Femmes Battues, mais c'est SOS Brexiteurs Insultés, parce que, encore une fois, s'il y a des gens qui n'admettent pas la démocratie, ce sont les partisans de la construction européenne qui traitent les Brexiteurs comme des chiens, moins que rien, comme des imbéciles qui n'auraient rien compris, avec des attaques constantes. Eh bien voilà, nous serons avec tout ce petit monde pour fêter, je l'espère, la sortie du Royaume-Uni le 29 mars à 23h. On y attend en tout cas tout droit, puisque vous avez vu que les relations, plus personne d'ailleurs ne comprend rien dans cette histoire. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, et je suis prêt à répondre à vos questions sur ce sujet, c'est que s'il y a vraiment des pays qui ont à craindre du Brexit, c'est pas le Royaume-Uni, c'est les pays restants, et c'est en particulier la France qui risque d'être la grande perdante de ce Brexit. Voilà. Je terminerai en disant que le mouvement des Gilets jaunes a libéré et est en train de libérer la parole sur la question européenne, que désormais vous me recevez. Il me semble que ce que je vous ai dit est des choses qui sont, je vous ai donné immensément, enfin beaucoup d'informations, qui certes, je reconnais, ne sont pas conformes à ce qui vous est enseigné, mais enfin, le propre même de l'Europe que j'aime, c'est ce que l'Europe a apporté au monde tout au long des siècles et des siècles. C'est à partir notamment de ce qu'on appelle la révolution copernico-galiléenne, fin 16e, début 17e siècle. C'est l'idée que les faits priment sur le dogme. C'est la naissance de l'esprit scientifique. Et si l'Europe a apporté quelque chose transcendantalisé, si je peux dire, c'est l'expression d'ailleurs en français, comme dans beaucoup d'autres langues, le révèle. On dit en France un Européen convaincu ou un eurosceptique. On ne parle pas d'un Français convaincu ou d'un germano-sceptique. On ne connaît pas les helléno-sceptiques et les Portugais convaincus. Parce qu'il y a un domaine qui est le domaine des faits. On est français, on est allemand, on est grec, on est portugais. En revanche, européen, c'est un fantasme, c'est une utopie. Et donc là, on est dans le domaine du registre de la foi. Et ça sera le dernier mot peut-être que je vous dirai. Réfléchissez à cela. En Europe occidentale, dans l'Europe, il y a des pays qui relèvent de différentes zones civilisationnelles, en particulier les pays qui ont été conquis par Rome. Les pays qui sont restés sous l'emprise psychique de l'Église et du dogmatisme catholique, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal. Ce sont des pays qui ont été particulièrement sensibles au communisme. Il n'y a que dans ces pays qu'on a eu des très forts partis communistes. Eh bien, c'est également dans ces pays qu'on a l'impossibilité de débattre de la question européenne. À partir du XVIe siècle, du début du XVIe siècle, lorsque Luther a publié les 85 thèses sur la porte de son église à Wittenberg, et à Wittenberg, il a créé le luthéranisme, c'est-à-dire qu'il a créé le protestantisme. Le protestantisme, ça ne veut pas dire protestare, protester, ça vient de protestare, qui veut dire en latin témoigner. Témoigner de l'évangile, c'est-à-dire que les Allemands, au nord-est de l'Allemagne, se sont aperçus que la cour de Alexandre Borgia, le pape qui couchait avec sa fille, qui était le Vatican était devenu un lupanar, et puis après c'était Sixte IV ou Sixte V qui vendait les indulgences, et bien que tout ceci, ça n'était pas conforme aux évangiles, ils sont allés relire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en disant que ça n'était pas prévu dans les textes religieux. Ben, c'est de la même façon. Actuellement, nous avons dans tout le nord de l'Europe, plus on monte dans le nord de l'Europe, et plus on a des pays pragmatiques, des pays qui regardent, qui font le bilan des 62 ans écoulés depuis 1957, la signature du traité de Rome, et des pays qui refusent de s'en laisser compter. Sur les 5 pays scandinaves, par exemple, les pays les plus démocratiques du monde, sur les 5 pays scandinaves, vous en avez 2, la Norvège et l'Islande, qui ont refusé l'Union européenne et l'euro, qui se portent tous les deux
très bien. Vous en avez deux autres, la Suède et le Danemark, qui ont accepté l'Union européenne mais qui ont refusé l'euro, et qui au sein de l'Union européenne se portent mieux que les autres. Et vous en avez un seul, la Finlande, qui a accepté l'Union européenne et l'euro, mais qui est un pays qui a une longue tradition de finlandisation. Et vous noterez que ce que je dis, par exemple, les propos que je tiens, les analyses que je fais, elles ont en fait table ouverte au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège. Donc ça serait considéré comme quelque chose d'habituel. C'est d'ailleurs ces pays qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. En revanche, en France, il y a une espèce d'hystérisation du débat public. C'est-à-dire qu'il suffit que je dise un dixième de ce que je vous ai dit aujourd'hui pour qu'immédiatement j'ai des quantités de gens qui me tombent dessus. Heureusement, de plus en plus ces esprits évoluent et de plus en plus la vérité commence à se faire jour. Je vous remercie de votre attention.